93, ok, bon, j'exagérais vraiment à peine. Donc 93 associations. Si on a le principe, une association, un vote, l'UDM aurait 93 votes. À l'Université de Sherbrooke, ben, on pourrait y aller soit avec le modulaire aussi, donc mettons à la GFLECH, il y a quand même 9 associations, mettons, mais sur l'ensemble du campus, on l'a dit tout à l'heure, 12. Donc, rendu là, même le nombre d'étudiants va varier si c'est une association, un vote qui se présente. Donc, il y a une difficulté à ce niveau-là qui est compréhensible. Rendu là, c'est sûr que dans une divergence d'opinion, comme on peut le voir à l'université entre les facultés, ça mériterait de pouvoir se représenter par association dans une union comme l'UEQ. Je réponds oui, c'est très drôle parce que ça a été un gros débat en 2013 quand on était contre la FEUC. La FEUC affirmait qu'elle avait un règlement pareil dans ses règlements généraux alors que ce n'était pas le cas. Et donc, c'est la première fois, effectivement, mais je tiens à dire aussi, il y a l'AVEC qui a un règlement identique. La FEUS ne voulait pas ça. Elle a été aux instances de l'UEC pour que ce règlement-là ne soit pas là, demande du Conseil des membres de mémoire. Je pense que c'est un des rares points que la FEUS n'a pas réussi à obtenir à l'UEQ. Écoute, je ne vais pas dire que c'est une bonne chose, moi je ne suis pas d'accord. C'est sûr qu'il y a la dynamique problématique qu'on a dit de la FECUM, de la CADEL, qui est exactement la même structure, donc asso modulaire. Je trouve ça regrettable. Est-ce que c'est un obstacle impossible à surmonter? Je ne pense pas, mais je suis d'accord que c'est un aspect regrettable. Ici, je suis responsable de la navigation. Je viens d'une faculté qui arrive d'avoir de la propagande. Et dans le cadre de la propagande, on a vu cette itinéraire qui disait qu'à l'UEQ, les associations qui participaient allaient seulement avoir un pouvoir consultatif. J'aimerais donc avoir, c'est ça, les deux personnes, à savoir, est-ce que c'est vraiment le caucus qui va pouvoir prendre des décisions au sein de l'UEQ, ou c'est justement juste la propagande, les données que j'ai circulées dans. Alors, quel est le réel poids des associations finalement au sein de l'UEQ? Oui. Alors, l'information qui a été propagée, c'est qu'ils n'en ont pas vraiment. Donc, il s'agit de quoi? Donc, je donne la réponse d'abord à ma réponse. Juste avant, pour être sûr, on parle des assos non membres qui sont invités là ou vraiment les assos membres? Les assos membres, OK. Les assos membres, oui, ils ont un réel poids. Je ne sais pas, je veux dire, c'est les assos membres qui votent. Donc, il n'y a que les assos membres qui votent au caucus et sur les comités. Donc, au comité, c'est peut-être au fonctionnement des comités, là, c'est qu'au comité, on demande que ça soit unanime. Si c'est unanime, parfait, on a la position, on est heureux. Si c'est non unanime, c'est renvoyé au caucus. Le caucus, c'est là qu'il y a le vote à double majorité avec tous les assos membres. Donc, peut-être une clarification, sinon je ne sais pas. Mais effectivement, les assos non membres ou les autres organismes qui sont invités à des comités de travail spécifiques sont observateurs. Ils n'ont pas le droit de vote, mais ils sont là, sont invités pour donner leur opinion, participer au débat. J'ai pas énormément à rajouter, mais je pense qu'il y a pu avoir une mauvaise interprétation du fait que sur certains comités comme la table des régions, les comités des régions, les assos qui ne sont pas des régions n'ont qu'un point de vue consultatif et non votant, ce qui m'apparaît totalement normal. Ils peuvent être présents, au même titre que la FIRST peut être sur le comité des cycles supérieurs sans avoir à voter. Donc je n'irai pas plus loin, je pense que le point n'était pas nécessairement fondé. Oui, sur le sujet de la rémunération des stages ou compensation financière des stages. Je crois que l'UEQ a une position en faveur de cela. Je crois que c'est sur l'ensemble des stages, pas juste en éducation. Toutefois, j'aimerais savoir l'opinion des divers participants au débat sur la possibilité que l'UEQ puisse faire ça, considérant que certaines associations membres ralentissent, disons, la craie et d'autres campagnes qui ont cet objectif-là, pour ne pas nommer celle à laquelle on pense tous. Donc, je me demande comment l'UEQ peut prétendre vouloir faire avancer ça alors qu'un très gros membre ralentit le même objectif sur une autre table. Donc, parfait. Alors, on parle ici de la question des stages.
comment faire avancer un dossier alors qu'il semblerait que l'UEQ doit être fort avancé à l'extérieur. Donc d'abord, le droit de réponse à Alexandre. J'aimerais juste d'abord confirmer que c'est la FIRST qui a mis la position. Je pense que l'UEQ prenne pour cette position-là. Confirmerai, merci. Donc, c'est sûr que ça a quand même été accepté que par la FIRST, que l'UEQ prenne ce dossier-là. Je pense qu'il y a la quantité d'exécutants qui vont être capables de mener un tel projet que la CRE. Ceci étant dit, est-ce que c'est le rôle d'une association nationale de pousser la rémunération des stages précisément en éducation? Peut-être, peut-être pas. Je sais que sur leur site, ils donnent des exemples de projets, la rémunération des stages, par exemple en psychologie, vu que c'est aussi l'un des autres dossiers chauds. Donc je pense qu'à quelque part, l'UEQ est apte à faire ça. Ceci étant dit, est-ce que c'est préférable d'avoir une association nationale qui traite d'un sujet relativement spécifique ou d'avoir davantage des associations disciplinaires? À mon sens, le disciplinaire aurait un peu plus de poids sur une question très précise des stages en éducation, même si les étudiants pourraient se consulter pour les stages. Je pense pas que l'UEQ voudrait remplacer la CRE ou quoi que ce soit. Comment l'UEQ peut aider la CRE? Bon, c'est sûr, là, après ça, la dynamique, moi, ça fait quand même un certain temps que je suis plus à la CRE et que j'entends des choses de part et d'autre sur ce qui se passe là-bas, puis ça semble très nébuleux. Mais comment l'UEQ pourrait aider la CRE? C'est sûr qu'au départ, il y a le Fonds de ressources aux actions sociales que j'ai passé. S'il y a un dépôt de la part de plusieurs associations pour faire une demande de subvention au projet de la CRE ou via un comité de travail spécifique, il faudrait trancher exactement dans lequel des deux ça passerait. Il y aurait moyen d'avoir des subventions de la part de l'UEQ qui ont une enveloppe attribuée à financer ce genre de projet-là. Ils pourraient aider dans la recherche, ils pourraient aider dans la mobilisation. Je veux dire, s'ils ont beaucoup de membres, ils peuvent faire beaucoup de publicité. Donc, il y a vraiment plusieurs axes sur lesquels ils pourraient aider sans nécessairement remplacer la CRE. Et donc, la CRE resterait autonome, juste avec un support financier externe. Donc, monsieur l'animateur, je vais vous inviter à demander aux deux participants de virer leur chandail de bord et de nous donner la meilleure raison qu'ils croient pour laquelle l'autre comité mobilise. Donc, que Marco nous dise quelle est la meilleure raison de rester indépendant et qu'Alexandre nous dise la meilleure raison de se créer l'UEQ. Donc, formule débat des chefs ici. OK. Alors, je pense que vous commencez par contre. Ça va commencer. Marco, tout d'abord, donc 8 minutes pour répondre. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de rester indépendant? J'en ai parlé un peu tout à l'heure au niveau des problématiques à la FEUS qu'ont les associations à s'entendre. Si on a une association nationale et que les assos continuent à avoir de la difficulté à arriver à des consensus à la FEUS, c'est sûr que ça va être plus difficile à la FEUS de s'imposer sur cette association nationale-là. Et ça peut être effectivement difficile d'amener nos positions. Alors que l'indépendance permettrait à chacune des associations de, bon là évidemment c'est un peu limité étant donné qu'on pourrait ni s'affilier à l'UEQ ni à l'ABEC, mais pourrait promouvoir ses propres positions sans limitation, sans passer par plusieurs instances et donc vraiment dire nous on défend ça puis le promouvoir sur la place publique. C'est le meilleur avantage que je vois à l'indépendance. Présentement, l'UEQ est environ le seul véhicule qui est viable et qui serait fonctionnel pour unir l'ensemble des étudiants au Québec, du moins universitaire. Par sa structure, double majorité assure une certaine, un certain sens à ce qu'il n'y ait pas de grosses assauts qui prennent l'ensemble des positions ou qui bloquent l'ensemble des positions. Donc, il y a une certaine représentativité de cette union étudiante-là. Pour ce qui est des dossiers traités, ben, je pense que l'UEQ mérite qu'on soit là pour l'aider à grandir. Oui, il y a des valeurs de base, mais les valeurs seront quand même représentées par les membres qui en feront partie. Donc, c'est à nous d'en faire partie pour que l'UEQ avance au rythme qu'on voudrait qu'elle avance et qu'elle soit celle qu'on veut qu'elle soit.
L'autre est normal. Si j'ai bien compris, il y a des gens à l'UEC en ce moment qui sont en plein avec un salaire. Je me demandais qui avait procédé à l'élection de ces gens-là, qui avait choisi leur salaire. Dans quelle possibilité est-ce que s'il y a quelqu'un qui ne fait pas la job, il y a une instance, quoi que ce soit, qui peut changer ces gens-là? Je me demandais comment ça fonctionne s'il y a quelqu'un qui est vraiment pas bon là-bas, si la FIRST a une possibilité de dire « Oh, lui, je suis pas à l'aise avec qu'il soit là ». Donc, la question, les salaires des gens qui sont payés là, c'est qu'ils ne sont plus compétents à leur poste, comment ça fonctionne? Vous les enlevez de là. C'est à moi, je pense. Je vais y aller du mieux que je peux, par contre, parce que c'est quand même une question précise que j'ai pas vraiment à descendre. Mais à ce que je sache, ça a été un peu les membres fondateurs qui ont élu le premier conseil exécutif. Il y a un CA qui est là avec un membre de chaque asso représenté, donc il peut amener toute position sur cette question-là. Si j'ai compris tantôt, c'est l'Assemblée générale qui élit les membres. Est-ce que c'est elle qui, par contre, destitue les membres? Je ne sais pas. Et l'UEQ se veut quand même très transparente du travail de ses membres. Oh, j'ai vu la rire dans la salle. Mais c'est ça. C'est ce que j'aurais comme réponse à donner. Oui, effectivement, le salaire, c'est salaire minimum 40 heures semaine, étant donné qu'ils font un job de 40 heures semaine. Et je tiens à dire que ça, il y a une partie, actuellement, c'est sûr qu'il faut payer la totalité, mais si l'UEQ vient à avoir sa reconnaissance de statut d'association nationale étudiante, il y a une partie du salaire qui est payé par le gouvernement, il y a un fonds en tant que tel. On ne vient pas les mains attachées, le gouvernement paye nos salaires, c'est pas ça du tout. C'est une subvention qui sont données aux associations nationales étudiantes, fait qu'il y a une partie qui serait payée par ça. Et effectivement, ça serait s'il y a un cas d'incompétence, ça s'est vu par le passé, c'est monnaie courante, l'incompétence. Partout. Mais ça serait, il faudrait que je regarde dans les règlements généraux, c'est soit l'Assemblée générale ou le caucus, j'imagine que le conseil d'administration peut aussi. Il faudrait voir, là, mais c'est sûr que les associations membres ont le droit de destituer. Alors, clore la période de questions comme ça, parce que On s'entend que ça arrive. ça serait la dernière question, monsieur. Merci, M. le Président. Monsieur Michel, je me questionne à savoir, de la part des deux parties, quels seraient exactement ou approximativement les coûts impliqués par une représentation active au national si on faisait ce choix-là? Mettons, si je vote oui ou si je vote non, mon association à moi, comment ça coûterait de plus? Donc, on parle ici d'une question pécuniaire. Combien ça coûte à l'association? C'est selon les cotes, naturellement, on l'a dit plusieurs fois. Je vais permettre de répondre rapidement. À combien s'élève ce coût d'être affilié à l'UEQ ou de ne pas l'être? C'est principalement ça la question. Donc, coût d'affiliation, 4,50 $ par session par membre indexé. On en a parlé. À travers les années, la FEUC, c'était 2,50 $ non indexé. À travers les années, il y avait de moins en moins d'argent. En fait, il y avait le même montant, mais ça valait de moins en moins ce montant-là pour faire la mobilisation, raison de l'indexation. Après ça, l'autre question de dire, si on reste indépendant pour avoir une représentation, tu peux avoir une représentation nationale active pour 5 000 $, pour 10 000 $, pour 20 000 $, pour 50 $. Mais tu vas avoir une représentation nationale d'une valeur de 50 $, 1 000 $, 500 $. Peu importe combien. Comment ça coûterait? Exactement. Ben là, après ça, ça dépend l'effort que tu veux mettre, l'impact que tu veux donner. C'est sûr que l'UEQ, je veux dire, la FEUS, ça va représenter proche de 70 000 $. Plus la FECO, plus la CADEL, tout ça, ça va avoir un budget qui va peut-être approcher de 1 demi-million au final. Ça va avoir une valeur de 1 demi-million. Juste corriger que la CADEL n'en fait pas encore partie. Il a même refusé d'en faire partie. Donc, qu'est-ce que ça coûte? Donc, je pense que ça a été dit pour cette partie-là. En dehors de ça, oui, une représentation nationale, c'est certain que être indépendant sans faire de coalition quelconque, notre représentation facultaire va se concentrer sur les sujets de la faculté.
Pour ce qui est présentement, l'association, mettons, je pense au dossier de la CRAI, ça nous coûte environ quoi, 5 000, 10 000 par année pour l'instant, avec la mobilisation là-dedans, avec les dépenses pour certains comités. Donc, oui, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est sûr que pour l'instant, la CRAI est encore embryonnaire. Je pense au moment où est-ce que ça pourrait devenir plus gros, il y a certainement davantage de frais qui pourraient être engendrés à un tel regroupement. Une petite question que j'avais aussi là-dessus, c'est la capacité qu'on a voté à la FIRST de retirer individuellement la cotisation du membre. Ça a été voté, ça a été accepté, et ça a l'air qu'on va pouvoir retirer notre cotisation. Donc, juste rapidement, petite erreur, la CADU n'a pas refusé d'adhérer à l'UEQ, mais a plutôt eu un problème au niveau des votes, donc le vote a été annulé, mais c'est une erreur de procédure et non un refus. Juste faire attention à la différence. Donc, ça serait pour la deuxième partie de ce débat-là. On passe à la troisième partie, ce n'est vraiment un mot de la fin, une conclusion pour chacun des camps. Donc, on va suivre la même formule. C'est le camp vote, d'abord Marc-Olivier et ensuite Alexandre pourra présenter son point. Donc, maximum de 5 minutes, vous êtes obligé de l'utiliser en entier, si vous êtes d'accord. Donc, Marc-Olivier pour conclure. C'est la seule partie que je n'ai pas vraiment préparée dans le débat. Fait que je vais y aller freestyle. Écoutez, j'espère au moins vous avoir fait comprendre ce qu'était l'UEQ. Ça allait être quoi sa structure, comment ça pouvait vous aider, c'est quoi les limites. Évidemment, c'est pas un véhicule parfait. Moi, je ne crois plus à ça, les véhicules parfaits, malheureusement. Mais je pense sincèrement que ça vaut la peine de donner au moins la chance aux coureurs. De dire, regardez, on va y aller dans l'UEQ, on va voir, c'est quelque chose de nouveau. Il y a énormément de choses qui ont changé par rapport à la FEUC avant, par rapport aux différentes associations nationales qu'on pouvait voir. Je pense que ça vaut sincèrement la peine d'y aller, participer, donner notre maximum qu'on peut à cet assaut-là. Et si on voit que le véhicule ne nous plaît pas, ben, pour une fois, s'en retirer, ça va se faire facilement. Puis on pourra voir après, est-ce qu'on veut, est-ce que l'AVEC va pouvoir représenter plus nos opinions, est-ce qu'on va vouloir laisser les associations facultaires y aller de façon indépendante, s'il y en a qui veulent aller avec l'AC, parce que la FEUS ne peut pas être avec l'AC, malheureusement. Mais les assos, s'ils veulent aller avec l'AC, y aller indépendamment. Je veux dire, on pourra voir toutes ces options-là. Je pense qu'actuellement, c'est d'aller avec l'UEC, voir ce qu'il y a à nous offrir là-bas. Oui, donc, justement, je pense que je peux d'abord vous remercier d'être présente et présent ici. Pour la première fois, sans y avoir assisté, mais y avoir participé, on a eu un débat qui était très au-dessus de la table. Et merci Marc-Olivier de ta présence. J'étais très content de faire ce débat avec toi et non contre toi, en fait. Pourquoi rester indépendant? Je pense que j'en ai parlé un petit peu lors de ce débat, mais il y a des... Oui, laisser la chance aux coureurs de l'UEQ, essayer de voir un peu à quoi ça peut ressembler, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de laisser la chance en y étant actif? On peut regarder aussi qu'est-ce qui se passe et en regarder d'autres, réussir ou se péter la gueule. Est-ce qu'on a besoin d'être dans le bateau qui va se péter la gueule? Peut-être pas. Est-ce qu'on a besoin d'être dans le bateau qui va traverser l'Atlantique? Peut-être pas non plus. Il va en avoir un prochain bateau. On va toujours avoir l'occasion, je pense, de se reposer la question selon nos intérêts du moment. Présentement, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce qu'on a besoin? Je pense qu'il est tôt. Je pense qu'on a le temps de regarder un peu plus les choses aller et d'y assister sans être partie prenante de cette grande aventure qu'est la représentation étudiante au niveau national. Et merci de propager la bonne nouvelle et de amener les gens à au moins se poser la question et pas à simplement cliquer sur un lien Internet et cliquer sur une réponse. Donc, merci. Voilà pour la conclusion. Brièvement, merci à tous d'être venus ce midi, d'avoir assisté. Donc, c'était votre débat pour l'affiliation à l'UEQ contre pour l'indépendance. Donc, ça sera pour prochainement.